Carl Jung a documenté un schéma psychologique si troublant qu'il l'a qualifié de l'une des transformations les plus difficiles qu'il ait observées dans la nature humaine. Dans de nombreux cas, il a vu des patients, surtout des empathes, qui semblaient doux et brisés jusqu'à ce que quelque chose en eux se rompe. Ceux que j'appelle les éveillés, des individus incarnant les concepts jungiens d'intégration de l'ombre, ne changeaient pas seulement leur propre vie, mais révolutionnaient notre compréhension de la psychologie humaine. Jung a passé des décennies à étudier ce qui reflétait les principes du travail de l'ombre chez les individus empathiques. Voici ce qu'il a découvert et qui terrifie encore les psychologues aujourd'hui. Les personnes les plus gentilles ne sont pas faibles. Ce sont des armes en attente d'être forgées. Les dossiers de Jung dans sa clinique de Zurich révèlent un schéma inquiétant. Patient après patient, arrivés portant les mêmes blessures. Des empathes qui avaient été systématiquement détruits par ceux qui prétendaient les aimer. Ils venaient avec des bleus qu'ils justifiaient, une dépression qu'ils imputaient à eux-mêmes et une tendance universelle à s'excuser d'exister. Jung a documenté ce qu'il voyait à travers des dizaines de ces cas. Ces individus avaient passé leur vie à absorber la douleur des autres, la rage de parents alcooliques, l'infidélité des conjoints, les dysfonctionnements familiaux. Ils étaient ce que j'appelle les amortisseurs émotionnels de leurs systèmes sociaux. Des personnes qui illustraient les observations de Jung sur la façon dont les êtres sensibles deviennent souvent des réceptacles de la douleur psychologique collective. Voici la partie qui glaçait Jung. Ces empathes ne faisaient pas qu'endurer les abus. Ils les systématisaient. Quand Jung leur demandait de décrire leurs relations, ils s'attendaient aux pensées éparses d'esprits brisés. Ce qu'il découvrit changea tout ce qu'il pensait savoir des empathes. Ces patients n'avaient pas été détruits par l'abus, ils l'avaient étudié. Jung découvrit que les empathes gardaient des archives mentales détaillées de chaque personne qui les avait blessés. Ils connaissaient les déclencheurs, les insécurités et les peurs profondes de leurs agresseurs. Ils avaient cartographié les schémas émotionnels avec une précision chirurgicale. Ils n'avaient jamais utilisé ce savoir, pas une seule fois, jusqu'à ce que quelque chose les pousse au-delà de leur point de rupture. Jung écrivit que l'esprit de l'empathe ne fonctionne pas comme le journal d'une victime, mais comme ce que j'appellerais une salle de guerre de stratèges, attendant le moment d'activation. Si vous avez déjà senti que les gens sous-estiment votre conscience, écrivez ceci en commentaire, je vois tout. Jung comprit qu'il ne traitait pas des victimes. Il était face à ce que j'appelle des génies psychologiques cachés, des individus dont les capacités reflétaient ses théories sur les fonctions psychologiques avancées que certaines personnes développent. Le génie de ces empathes n'était pas dans la création, mais dans l'archéologie émotionnelle. Ils pouvaient exhumer les blessures les plus profondes des gens rien qu'en observant leurs micro-expressions. Jung commença à tester leurs aptitudes. Il fit venir des collègues sans rien dire de ses patients. En quelques minutes, ils identifiaient des traumatismes d'enfance, des schémas relationnels, des insécurités professionnelles. Leur taux de précision dépassait constamment 95%. Voici ce qui fit trembler la main de Jung en écrivant ces notes. Ces empathes n'étaient pas voyants. Ils faisaient simplement attention à un niveau que peu d'humains atteignent. Ce que d'autres appellent intuition, ils l'appelaient collecte de données. Jung commença à comprendre quelque chose de révolutionnaire sur les empathes. Ils ne ressentent pas seulement plus profondément, ils traitent l'information émotionnelle plus vite et plus justement que quiconque. Leur cerveau est câblé pour reconnaître les schémas du comportement humain. La société avait appris à ces individus que ce don était une malédiction. Chaque fois qu'ils tentaient d'exprimer ce qu'ils voyaient, les mensonges, la manipulation, les agendas cachés, on les traitait de trop sensibles ou d'hyper-émotionnels. Ils ont appris à se taire,
à douter de leur perception, à s'excuser de voir ce que d'autres ne voyaient pas. La vérité ne disparaît pas parce que vous cessez de la dire, elle s'accumule. Et dans ces cas, cela s'était accumulé pendant des décennies. Jung observa que les empathes ne perdent pas l'esprit en ressentant trop, ils le perdent parce qu'on leur répète que leurs sentiments sont faux. Il comprit que ces patients ne faisaient pas des crises de nerfs, ils faisaient des percées. Jung identifia un schéma constant dans ces cas d'empathes. Leur transformation ne se produisait pas peu à peu. Elle arrivait en un seul moment explosif, reflétant ce que Jung comprenait de l'intégration de l'ombre sous une pression extrême. Le déclencheur était toujours la trahison. Pas n'importe laquelle, mais celle commise par quelqu'un en qui l'EMPP avait mis toute sa confiance et sa protection. Cas après cas, Jung documenta le même scénario. L'empathé découvrait une infidélité, une trahison financière ou une manipulation affective de la part de la personne la plus proche. Ce qui rendait cela dévastateur n'était pas l'acte lui-même, mais la prise de conscience qu'ils avaient en vue les signes depuis toujours et les avaient ignorés. Ces patients faisaient ce que font les empathes. Ils ne disaient rien. Ils absorbaient la douleur en silence. Ils se blâmaient. Ils essayaient davantage d'être des partenaires, des enfants ou des amis parfaits. Puis venait le moment qui changeait tout. Ce que j'appelle l'événement de clarté. Quand la reconnaissance des schémas par l'empathe surpassait enfin son besoin de croire au meilleur des autres, incarnant les concepts de Jung sur l'éveil psychologique. La plupart s'attendraient à ce que les empathes pleurent, crient, s'effondrent. Leurs abuseurs s'y attendaient aussi. Ils étaient préparés au chaos émotionnel. Ce qui arriva à la place terrifia tout le monde impliqué. Les empathes devinrent anormalement calmés. Jung documenta cela comme le moment où quelqu'un intègre enfin ses capacités analytiques avec son intelligence émotionnelle. Jung observa dans de multiples cas ce que je décrirais comme la transformation psychologique la plus glaçante possible. Ces empathes n'attaquaient pas. Ils n'entraient pas en rage. Ils commençaient simplement à dire la vérité. Ils révélaient tout ce qu'ils avaient observé, noté et silencieusement enduré. Non pas avec cruauté, mais avec une précision clinique, comme des chirurgiens identifiant chaque organe malade avant de l'enlever. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la clarté. Ces empathes utilisaient enfin leur don de perception complète, non pour excuser le comportement, mais pour l'exposer. Les observations de Jung faisaient écho à la sagesse ancienne, disant qu'il n'y a pas de fureur comparable à celle de quelqu'un qui a enfin appris à croire ses propres perceptions. Jung comprit que ce schéma dans ces cas n'était pas de la vengeance. C'était ce qu'il appelait l'intégration de l'ombre. Le moment où quelqu'un cesse de nier les parties de soi qu'on lui avait appris à cacher. L'ombre de l'empathe n'était pas le mal. C'était son intelligence réprimée, son intuition muselée, sa force niée. Quand ils intégrèrent enfin ces aspects. De même, ils devinrent ce que Jung appelait psychologiquement complets. Voici ce qui rendait ces cas si troublants pour lui. La transformation était permanente. Ces patients ne retombaient pas dans le besoin de plaire. Ils ne s'excusaient plus pour leurs nouvelles limites. Ils ne doutaient plus de leur perception. Ils étaient devenus ce que Jung craignait le plus, des empathes qui ne pouvaient plus être manipulés. Les changements ne s'arrêtaient pas au niveau psychologique. Jung documenta comment la vie entière de ces individus se transformait en quelques mois. Ils quittaient les relations abusives avec une précision stratégique. Ils coupaient le contact avec les familles toxiques sans drame émotionnel. Ils reconstruisaient leur vie selon leurs propres termes. Jung les vit devenir ce qu'il appelait sélectivement empathiques, toujours profondément attentionnés, mais stratégiquement protecteurs de l'endroit où coulait cette attention.
La partie la plus troublante pour Jung était l'effet de la présence de ces empathes transformés sur les autres. Des gens qui autrefois les piétinaient devenaient soudain nerveux en leur présence. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi. Ces empathes n'étaient ni agressifs, ni cruels, mais tout le monde sentait que quelque chose avait changé de façon fondamentale. Jung identifia ce qu'il appela l'instinct du prédateur. Les manipulateurs sentent quand leurs tactiques habituelles ne fonctionnent plus. Ils évitent les empathes intégrés comme les vampires évitent la lumière du soleil. Jung écrivit « L'empathe éveillé n'a pas besoin d'annoncer son pouvoir. Les autres peuvent le sentir dans leurs os. Commente si les gens ont commencé à te traiter différemment quand tu as trouvé ta colonne vertébrale. Ils ont perçu le changement avant que je ne l'annonce. » La fascination de Jung pour ces cas d'empathe allait au-delà de l'intérêt professionnel. Il était troublé car il reconnaissait quelque chose dans leur transformation, quelque chose qui reflétait son propre développement psychologique. Jung lui-même était ce que nous appellerions aujourd'hui une personne hautement sensible. Il comprenait le voyage de l'empathe de l'intérieur. Il connaissait la douleur de voir ce que les autres ne pouvaient pas voir, de ressentir ce que les autres refusaient de ressentir. Ces cas l'obligèrent à affronter une question inquiétante. Que se passe-t-il quand les empathes cessent d'être les amortisseurs émotionnels de la société et commencent à utiliser leurs dons de manière stratégique? Jung passa des années à suivre la vie post-intégration de ses patients transformés. Ce qu'il découvrit le maintenait éveillé la nuit. Ces individus étaient devenus extraordinairement prospères. Leurs entreprises prospéraient parce qu'ils savaient lire les besoins réels des clients avant même qu'ils ne les expriment. Leur nouvelle relation était saine car ils pouvaient identifier les prédateurs émotionnels en quelques minutes. Leurs décisions étaient infaillibles car ils faisaient totalement confiance à leur intelligence intuitive. Jung comprit quelque chose qui lui glaça le sang. Ces empathes n'étaient pas devenus moins empathiques. Ils étaient devenus parfaitement empathiques, ce qui signifiait aussi parfaitement stratégiques. Ils pouvaient manipuler les autres aussi facilement qu'ils avaient été manipulés autrefois. Ils comprenaient la psychologie humaine à un niveau qui les rendait presque omnipotents en société. Voici ce qui terrifia réellement Jung. Ces empathes transformés choisirent de ne pas utiliser ce pouvoir de façon destructrice. Ils auraient pu détruire chaque personne qui les avait blessés. Au lieu de cela, ils se contentaient d'écarter les gens toxiques de leur vie et d'avancer. Jung comprit qu'il avait été témoin de la naissance de ce qu'il appelait l'empathe intégré. Quelqu'un doté à la fois de la sensibilité de tout ressentir et de la sagesse de choisir ce qui méritait son énergie. Les notes privées de Jung révèlent son émerveillement. J'ai observé quelque chose de beau et de terrible. Ces individus étaient devenus ce que tout manipulateur craint le plus. Quelqu'un capable de les voir totalement à travers eux, mais qui n'a plus besoin de rien venant d'eux. Si tu as atteint le point où tu peux lire les gens sans avoir besoin de leur approbation, écris « Je te vois, mais je n'ai pas besoin de toi ». Ces transformations d'empathe ne se produisaient pas isolément. Jung documenta comment leur changement affectait chaque système auquel ils avaient appartenu. Les dynamiques familiales s'effondraient, non parce que ces individus les détruisaient, mais parce qu'ils cessaient d'entretenir le dysfonctionnement. Les membres alcooliques de la famille étaient forcés d'affronter leurs addictions sans empathe pour absorber leurs décharges émotionnelles. Les proches dépressifs devaient trouver d'autres sources de validation. Les frères et sœurs manipulateurs ne pouvaient plus utiliser ces empathes transformés comme punching ball psychologiques. Voici ce qui fit comprendre à Jung à quel point les empathes éveillés étaient puissants. Leur transformation obligeait tout leur entourage à évoluer ou à révéler sa vraie nature. Les personnes saines de leur vie devenaient plus fortes grâce à leur exemple.
Les personnes toxiques se trahissaient elles-mêmes par des tentatives désespérées de ramener ces empathes dans les anciens schémas. Jung observa quelque chose qui reflète ce que j'appelle l'effet miroir de l'empathe. Ces individus transformés n'avaient plus besoin de confronter activement les dysfonctionnements des autres. Leur simple présence reflétait les problèmes avec une clarté inconfortable. Les manipulateurs ne supportaient pas d'être près d'eux. Ils se sentaient exposés, transparents, incapables de jouer leurs jeux psychologiques habituels. Pendant ce temps, les personnes authentiques se sentaient en sécurité avec ces empathes pour la première fois. Les recherches de Jung montrèrent que les empathes éveillés devenaient des détecteurs de vérité vivants, non par jugement mais par leur simple présence. La découverte la plus troublante survint quand Jung présenta ses patients transformés à d'autres dans sa pratique. En quelques minutes, ils identifiaient les blessures psychologiques centrales et le type exact de thérapie nécessaire. Jung comprit que la précision diagnostique de ces empathes dépassait ses propres décennies de formation. Cela créa un dilemme éthique qui le hanta pendant des années. Si les empathes pouvaient développer un tel niveau de clairvoyance psychologique, qu'est-ce que cela signifiait pour l'avenir même de la psychologie? Il commença à étudier discrètement d'autres empathes dans sa pratique, développant ce que j'appelle le protocole d'observation de l'intégration, un cadre pour comprendre comment cette transformation se produit naturellement. Le cadre d'observation de l'intégration de Jung n'était pas une thérapie au sens traditionnel. C'était une documentation psychologique de la façon dont les empathes développaient naturellement ce que j'appelle la conscience guerrière après une trahison sévère. Jung identifia des étapes constantes à travers ces cas. La première étape, la reconnaissance. Les empathes apprenaient à identifier leurs aspects d'ombre refoulés, non seulement leur colère, mais aussi leur intelligence, leur force, leurs droits aux limites. Ces individus cessaient de pathologiser leur perception et commençaient à faire confiance à leur intelligence émotionnelle comme au système sophistiqué de traitement de données qu'elle était réellement. La deuxième étape, plus intense, l'intégration. Jung observait les empathes fusionner leurs aspects de lumière et d'ombre en ce qu'il appelait authentiquement le soi complet. Ils devenaient des personnes capables d'une extrême bonté envers ceux qui la méritaient et d'une précision impitoyable envers ceux qui ne la méritaient pas. La troisième étape, l'application, était celle que Jung trouvait la plus fascinante. Les empathes intégrés apprenaient à utiliser leur intelligence émotionnelle de façon stratégique et non seulement défensive. Ils devenaient ce que je décris comme des architectes psychologiques, des êtres capables de lire, influencer et naviguer dans les systèmes humains avec une précision surnaturelle. Jung comprit que ces empathes transformés ne pouvaient plus être victimisés car il voyait la manipulation venir de très loin et la neutraliser avant qu'elle ne prenne racine. Ces individus ne faisaient pas que se guérir eux-mêmes. Ils devenaient immunisés contre l'abus psychologique tout en gardant leur capacité d'amour et de lien authentique. Les notes privées de Jung révèlent son émerveillement. J'ai observé le développement de la compassion alliée à la sagesse. Ces individus comptent désormais parmi les personnes psychologiquement les plus puissantes que j'ai jamais rencontrées. L'étape finale du processus était ce que Jung comprenait comme le retour naturel au service. Les empathes intégrés ne devenaient pas froids ou détachés, ils devenaient sélectivement généreux avec leurs dons. Ils utilisaient leur capacité pour aider d'autres empathes à se transformer, créant ce que Jung documenta comme un réseau d'individus psychologiquement résilients. Le travail de Jung avec ces cas d'empathes créa des effets d'onde qui perdurent encore aujourd'hui. Il comprit que les empathes n'étaient pas malades mentaux, mais des individus évolutivement avancés, vivant dans des systèmes conçus pour exploiter leurs dons. Jung commença à voir la sensibilité empathique non comme un trouble à guérir, mais comme une capacité psychologique à comprendre et à protéger.
Il reconnut aussi un point préoccupant. Dans de mauvaises circonstances, ses aptitudes pouvaient devenir dévastatrices. Un empathe ayant intégré son ombre sans ancrage éthique pouvait devenir extrêmement manipulateur. Jung développa ce que j'appelle le modèle d'intégration éthique, documentant comment les empathes éveillés utilisent naturellement leur pouvoir pour guérir plutôt que pour nuire. Ces dossiers sur ces transformations restèrent parmi ses recherches les plus jalousement gardés. Il savait que si de mauvaises personnes apprenaient à déclencher volontairement la transformation des empathes, cela pourrait être utilisé comme une arme. Jung dispersa ses observations dans plusieurs journaux privés, sans jamais publier l'ensemble de ses conclusions de son vivant. Les notes finales de Jung sur ces cas révèlent quelque chose de beau. Ces individus vécurent le reste de leur vie comme ce que je décris comme des guerriers équilibrés, des personnes capables d'une douceur incroyable avec ceux qui la méritaient et d'une force implacable contre ceux qui la menaçaient. Ils devinrent des modèles de ce que Jung croyait être la prochaine étape évolutive de l'humanité. Des personnes capables de tout ressentir sans être détruites par cela, de tout voir sans devenir cyniques, et d'aimer profondément sans se perdre elles-mêmes. La dernière observation de Jung sur ses empathes transformés, écrite vers la fin de sa carrière, prouvait que le voyage de l'empathe ne va pas de la sensibilité à l'engourdissement, mais de l'absorption inconsciente au choix conscient. Ils ne devinrent pas moins empathiques, mais parfaitement empathiques. Jung laissa une ultime intuition pour les psychologues du futur. Ne sous-estimez jamais quelqu'un qui a appris à faire totalement confiance à ses propres perceptions. L'empathe éveillé représente l'évolution la plus puissante de la psychologie. Commente si tu as appris à faire totalement confiance à ton intuition. Je ne doute plus de ce que je vois et ressens. Les observations de Jung sur les empathes éveillés se révélèrent prophétiques de façon que lui-même n'aurait jamais pu imaginer.